Bonsoir, chers téléspectatrices, téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de Politis de ce vendredi 13 janvier 2017. Donc, la première émission de cette année. Et mon premier invité ce soir est le président du FPC, Samba Thiam. Monsieur Samba Thiam, bonsoir. Bonsoir, c'est normal. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout naturel. Bien. En ce qui concerne la présentation, Samba Thiam, je l'ai déjà présenté à mes chers téléspectateurs lors de sa première sortie sur ce plateau. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Tout à fait. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet pour gagner du temps. Monsieur le Président, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle du pays? D'abord, je te remercie Merci. pour m'accorder la primeur drone plateau pour l'année 2017. Et ensuite, je présente mes meilleurs vœux au peuple mauritanien pour cette année, 2017, que ce soit une année de santé et de paix. Troisième élément, te féliciter également parce que pour m'inviter sur des plateaux, c'est devenu des choses rares sur la base de pression. Donc je sais qu'il faut oser et il faut pouvoir quelquefois dire non pour me permettre de m'exprimer. Donc je félicite la télévision mauritanienne, Watania, et je félicite également les journalistes de Mourabitoun qui de temps en temps m'offrent leur plateau pour exprimer un peu notre point de vue sur les questions. Maintenant, pour répondre à votre question, quelle lecture je fais de la situation politique, j'estime que nous sommes confrontés à des crises, à une crise multiforme. Crise politique, crise sociale, crise culturelle. Crise politique qui peut se décliner en plusieurs volets. D'abord, crise de confiance entre le pouvoir et le FNDI. Crise également de confiance entre le pouvoir et certains segments dialoguistes qui voient les résultats du dialogue dévoyés. Défiance des négro-africains qui se voient toujours leur marginalisation et qui sont excédés. C'est toute la population qui est excédée par cet enrôlement. Crise sociale, on voit les travailleurs qui s'agitent, les ménagères, les coûts qui flambent. On parle de croissance, mais cette croissance, on ne voit pas ses répercussions sur le panier de la ménagère. Le sucre monte, l'huile monte. Et même le poisson monte alors que nous en avons. Voilà, donc il y a ça, crise de l'éducation, l'école est par terre complètement. Voilà, donc il y a une multitude de crises diplomatiques au niveau de nos voisins. Je dirais aussi flirt, danger de l'islamisme radical avec lequel le pouvoir flirte. Voilà comment je vois un peu la situation du pays. Instabilité qui véritablement pointe le nez à l'horizon. Personne n'est satisfait. Fondamentalement, tout le monde est frustré. Tout le monde attend un sursaut du pouvoir qui voit clair pour véritablement recréer un consensus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il s'enfonce dans la voie, il prend une pente dangereuse. Et c'est par rapport à ça que je pense qu'il faudra peut-être aller continuer d'alerter le pouvoir, alerter l'opinion. Voilà un peu comment je perçois la situation politique agitée, dangereuse, sur une pente raide. Vous avez dernièrement participé au dialogue inclusif, national inclusif. Avec quel sentiment aviez-vous à l'époque? Merci de me donner l'opportunité de revenir sur cette question du dialogue. Peut-être aborder trois aspects. Le premier aspect, c'est d'abord expliquer pourquoi nous sommes allés au dialogue. Nous sommes allés au dialogue parce que nous croyons au dialogue comme voie de règlement des problèmes. Depuis 1986, nous avons toujours demandé à ce que les peuples mauritaniens ou la classe politique dialoguent autour des questions de fond, dont la question de l'unité qui est notre principale préoccupation. Nous sommes allés au dialogue parce qu'on nous a dit que cette question était au centre et qu'il n'y avait pas de tabou. Nous y sommes allés parce que nous avons dit que si nous devons discuter de problèmes,
Si nous avons la liberté de ton et d'expression, si nous sommes invités, nous partons et ces 3 conditions avaient été réunies. Donc nous estimons que c'est une opportunité qui nous a été offerte pour reposer ce problème. Nous ne sommes pas partis au dialogue parce que nous voulions imposer un point de vue ou plutôt faire valoir, faire ressortir ou faire accepter un point de vue. Nous sommes allés au dialogue pour débattre de cette question qui nous semble essentielle. Non pas débattre avec le pouvoir, mais débattre avec la base politique des partis qui étaient présents. C'était important. Ça a été raté au niveau d'ALEC. On n'en a pas discuté. La question de coexistence n'a pas été discutée. Comment nous devrons vivre ensemble n'a pas été discuté. Ça a été pour nous une opportunité de reposer la problématique pour que nous en discutions avec une base élargie des partis politiques. C'était une opportunité, il fallait la prendre. Donc nous ne sommes pas partis pour commander quoi que ce soit. Nous ne sommes pas partis pensant que notre point de vue allait prévaloir. Non, nous sommes partis parce que nous estimons simplement que dialoguer, ça est nécessaire. C'est le premier palier pour faire la résolution des problèmes. C'est tout. Les préalables que nous posions ont été satisfaits. Nous sommes partis, nous avons participé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que cette problématique a été posée. C'était important. Cette problématique a été posée. Nous nous sommes exprimés, nous avions ce message délivré, nous l'avons délivré. Il y a eu des discussions passionnées, discussions vives, mais des discussions quand même sur cette question-là. Et je pense qu'il y a aussi des bénéfices en ce sens que nous nous sommes connus, nous nous sommes frottés, et voilà. Et il y avait des préjugés qui étaient là, et qui ont été levés pour la plupart, et réellement. Donc ça, c'était aussi un des aspects positifs. L'autre élément, quoi qu'on dise, il y a quelques acquis. Au bout de ce dialogue, quoi qu'on dise, il y a eu des consensus autour d'un certain nombre de points. Consensus au niveau de la dissolution du Sénat. Ça, c'est un consensus qui s'est dégagé. Consensus pour les conseils régionaux, même si on ne sait pas très bien qu'est-ce que le pouvoir met dans le concept de conseils régionaux. Si ce n'est pas vidé de sa substance, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, le troisième axe sur lequel véritablement il y a eu également consensus, c'est l'officialisation de langue nationale, que les Mauritaniens puissent parler dans leur langue. Ces 3 questions ont emporté l'adhésion globale des participants au dialogue. Bon, maintenant, les déceptions, c'est qu'au sortir du dialogue, on a vu des éléments importants occultés et des éléments secondaires intégrés comme étant le communiqué officiel les résolutions comme étant les résolutions du dialogue. Nous sommes démarqués parce que nous estimons que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le pouvoir a choisi des questions secondaires et qu'il les a logées dedans pour en faire son agenda. Mais ce n'était pas ça. Ce qui devrait être retenu, c'était les points de consensus. Et les points de consensus, ce sont ces 3 points que je vous ai cités. Nous avons fait une déclaration par rapport à ça pour dire que ça a été dévoyé. Des questions essentielles, d'ailleurs dans mon entretien avec le président, je pense qu'on y reviendra. La question, je lui ai posé la question. Oui, il y a une question importante qui a été retenue au niveau du dialogue, qui a fait objet de consensus. Mais à notre grande surprise, nous constatons que dans les résolutions adoptées en Conseil des ministres, cette question est absente. Il faut bien expliquer pourquoi. Voilà un peu. Donc, encore une fois, le dialogue en tant que tel, on n'est pas parti pour avoir forcément un résultat, mais nous estimons que partout où on nous appellerait à un dialogue sur la question de fond ou sur les questions de fond, nous y répondrons. C'est le minimum. Avez-vous participé à l'élaboration du résultat du dialogue? Oui, nous avons eu... Je n'ai pas assisté à la séance de clôture parce qu'il y a eu des hoquets dans l'organisation. Ce qui était convenu n'a pas été adopté. Et je ne voudrais, comme je ne sais pas quel agenda ils avaient ou quelle résolution ils allaient faire passer à cette séance de clôture, puisque ça n'a pas suivi la voie qui était définie par le comité de suivi, je me suis abstenu d'aller participer au... Mais nous avons eu, après ça, une réunion du comité de suivi avec le secrétaire général de la présidence de la République, avec le Premier ministre, avec l'ensemble des grands partis, qui l'UIA, APP, etc., pour définir un peu les axes qui devraient être discutés, approfondis et avec lesquels nous devions discuter en tant que groupe d'opposition dialoguiste vis-à-vis du pouvoir pour retenir un certain nombre de points. Malheureusement, il y a eu un court-circuit. Il y a eu des collisions
souterraine et ils ont fait passer les points qu'ils ont voulu faire passer sans que ce soit de l'aval du comité de suivi qui est représenté par l'ensemble des partis du groupe de l'opposition dialoguiste. Nous nous sommes démarqués également par rapport à ça, parce que ce n'est pas ça que nous, c'est pas sur ça que nous sommes entendus. Et nous constatons que ce qu'ils diffusent, ce qu'ils retiennent, c'est totalement différent de ce que la masse des participants au dialogue avait retenu. Très bien. Là aussi, nous nous sommes démarqués. Le FPC a toujours soulevé le cas de l'autonomie d'une certaine partie du territoire national, ce que les gens n'avaient pas compris. Ne pensez-vous pas que le président de la République a rejoint ce cas précis du FPC en éliminant le Sénat, le remplacer par des conseils régionaux? Bon, la difficulté, d'abord pour préciser que notre autonomie, ce n'est pas l'autonomie d'une partie du territoire. Voilà. C'est l'autonomie des régions, c'est l'autonomie des populations locales qui prennent en charge leur gestion de terroir. Donc c'est une vision, comment permettre aux populations mauritaniennes de couper d'une certaine manière, comment faire une reterritorialisation qui permette aux populations mauritaniennes de manière homogène, sur la base de critères économiques pertinents, comment redécouper pour que ces régions puissent être viables et puissent se prendre en charge. C'est dans ce contexte que nous avons parlé d'autonomie. Et donc c'est une autonomie régionale à l'échelle nationale. Ce n'est pas l'autonomie d'une partie du territoire. Ça c'est important à préciser. Le deuxième élément, est-ce qu'il a rejoint? Bon, je ne sais pas, nous en avons aussi un peu discuté dans nos échanges, mais il parle de conseils régionaux, mais j'ai comme l'impression que dans leur bouche, le conseil régional, ça va être un peu une espèce de transfert du Sénat ou des éléments du Sénat vers... Ce n'est pas notre compréhension. Ça, c'est un des aspects qu'il faut préciser. Le deuxième élément, les conseils régionaux que nous préconisons, ce sont des conseils régionaux qui sont dotés d'un certain nombre de compétences résiduelles, de compétences importantes mais résiduelles. Bon, mais là aussi, il y aura une certaine décentralisation. Le problème, c'est que jusqu'ici, il ne précise pas qu'est-ce qui loge dans le conseil régional. On ne le comprend pas. Et ce qui me fait comprendre croire qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est qu'il parle de créer d'autres régions, créer la région d'Ayoub qui se détacherait de la région du Houad. C'est une multiplicité de régions, de zones qui, de mon point de vue ou de notre point de vue, n'est pas valable ou viable économiquement. Il faut faire de grandes régions qui aient une certaine densité de population qui permettent de créer un marché miniature acceptable. Oui, mais les régions sont là déjà. Oui, mais si les régions sont là, elles sont démultipliées. De mon point de vue, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas économiquement viable. Il faut recréer des ensembles avec une forte population qui puissent constituer un marché interne à la région même. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et il faut, au niveau des compétences, leur donner de réelles compétences. Mais ici, on ne sait pas très bien ce que le pouvoir met dans les conseils régionaux. Est-ce que c'est des conseils régionaux qui vont être dirigés par partie du ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est des conseils régionaux qui vont être dotés de pouvoirs autonomes? On ne sait pas très bien. Donc ici, on navigue à vue. L'idée a été lancée, mais jusqu'ici, elle n'a pas été clarifiée. Et je n'ai pas l'impression qu'elle est suffisamment approfondie. Je n'ai pas l'impression qu'eux-mêmes, ils sont clairs dans ce qu'ils veulent faire. Mais malheureusement, c'est devenu monnaie courante. C'est un peu l'improvisation quelquefois, la plupart du temps. Oui, très bien. Monsieur le Président, vous avez dernièrement été reçu par le Président de la République. Dans quel contexte avez-vous reçu le Président? Avez-vous été reçu par le Président de la République? Oui, c'était après le dialogue. Il m'a rencontré. C'était dans le cadre d'échanges. Il souhaitait un peu échanger avec moi. Je l'ai remercié. Bon, nous avons échangé longuement sur un bon nombre de questions. Il y a eu des aspects sur lesquels il y a eu une identité de vue. Des aspects sur d'autres aspects, il n'y a pas eu d'identité de vue. C'est normal. Mais bon, j'ai l'impression... Le président me donne l'impression que la contradiction, il n'est pas très porté vers ça.
Bon, les points sur lesquels il y a eu identité de vue, c'est que d'abord le dialogue, nous sommes d'accord qu'il faut dialoguer. Je lui ai dit que moi je crois au dialogue. J'y ai participé sans préalable, contrairement à d'autres, parce que j'y crois et parce qu'également la question qui devrait être débattue me préoccupe. Donc nécessairement, c'est une position que nous acceptons. Deuxième élément, sur le point sur lequel également il y a eu identité de vue, bon, c'est que il y a dans ces résolutions du dialogue, il y a quand même quelques idées importantes qu'on peut appliquer. Les conseils régionaux, la dissolution du Sénat, si c'est bien appliqué, si ce n'est pas vidé de sa substance, c'est des choses assez positives. Nous sommes également d'accord par rapport à ça. Par rapport à ces réalisations d'infrastructures, là également, j'ai dit que je partageais, je voyais ce qu'il faisait, et c'était quelque chose de notable. Par rapport à la réforme sectorielle de quelques aspects de l'éducation, en mettant l'accent sur les écoles professionnelles, là également, j'ai lui expliqué que nous partageons, parce que nous pensons qu'il faut réadapter notre enseignement qui a des problèmes à 3 niveaux, mais dans le premier niveau, c'est la question de réorientation. Il ne faudrait pas qu'on forme des littéraires, il faudra qu'on forme le produit scolaire en fonction de nos besoins. Donc, ce que je dirais, les 60% de la cohorte scolaire doit être professionnalisée. Les 40% qu'on leur donne maintenant à l'enseignement général. Cet aspect également, bon, j'ai dit que j'adhérais. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels nous n'avons pas été d'accord du tout. C'est d'abord cet enrôlement où la population, de manière globale, est excédée par cet enrôlement. Et l'inflexion, j'ai dit que sa politique sur cette question nationale, sur cette question de cohabitation, il n'y a pas d'inflexion. Il continue la même politique de discrimination qui se traduit par un enrôlement qui aujourd'hui est vexatoire. Quelle était sa réponse? Bon, on n'est pas d'accord sur l'enrôlement et on n'est pas d'accord également qu'il n'infléchit pas sa politique. Bon, il estime que lui, l'enrôlement, il faut le faire parce qu'il faut que nous soyons nous-mêmes et qu'on ne permette pas aux étrangers de prendre notre nationalité. Je lui dis que j'adhère, mais même si, comme il dit, qu'il y a des éléments de l'extérieur qui ont des dossiers qui lui ont été envoyés qui prouvaient que des éléments étrangers prenaient la nationalité mauritanienne, je dis que c'est peut-être possible, mais si c'est vrai à l'extérieur, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, les gens ne sont pas recensés. La vallée du fleuve n'est pas recensée, les villageois ne sont pas recensés. Aujourd'hui, à cause de l'enrôlement, des élèves sortent de l'école, coupent leur scolarité parce que leurs parents ne peuvent pas se recenser. Des mères qui ont fraîchement accouché sont obligées de prendre leur bébé pour aller dans le centre d'enrôlement. Mais c'est inimaginable, on n'a jamais vu ça, on n'a vu ça nulle part. Ça n'a rien à voir avec plus de nationalité par des étrangers. Donc cette question-là, nous n'avons pas été d'accord également. Sur la question scolaire, j'ai dit qu'il y a des discriminations. Les enfants négro-africains échouent. Parce que simplement, on a tissé les examens et les concours de telle façon que les enfants négro-africains échouent. L'emploi, je le lui ai dit également, la jeunesse négro-africaine est sous-employée, ne peut pas, parce qu'un concours, c'est un concours, on prend les meilleurs, et à cause de la manière dont la langue arabe est insérée dans les examens et concours, les enfants négro-africains, la jeunesse négro-africaine échoue, n'accède pas aux emplois. Donc sur ces questions-là, nous n'avons pas été d'accord. Bon, mais ça fait partie, c'est mon point de vue. Mais je lui ai expliqué que, bon, moi j'étais un patriote, j'aimais bien ce pays, mais j'aimais ce pays d'un amour critique. Je l'aime, mais il faut le critiquer ce qui ne va pas. C'est ma manière de voir, mais apparemment, pour lui, il n'aime pas tellement. Avez-vous parlé du récépissé du FPC qui tarde à venir? Oui, nous avons terminé par ça. Nous avons terminé par ces deux questions-là. Je lui ai posé la question, mais Monsieur le Président, pourquoi d'abord au niveau de la résolution du dialogue, vous avez occulté, vous n'avez pas retenu dans les points qui sont sortis en Conseil des ministres, vous n'avez pas retenu l'officialisation de langue nationale, alors que ça a fait l'objet de consensus au niveau du débat. Je lui ai posé la question. Et la deuxième question, c'est pourquoi vous avez accordé le récépissé à certains partis que nous connaissons, qui ont des discours virulents, complètement... abolitionnistes non, pas abolitionnistes, mais des discours absolument qui vont contre l'unité nationale, des discours de violence. On leur accorde ça, et pourquoi nous, on ne nous a pas accordé ça? Bon,
Il me dit que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas lui qui fait ça. Il sourit, c'est vous voulez-vous que je dise? Parce que simplement, je pense que c'est parce qu'il ne veut pas que le ministère de l'Intérieur ne nous accorde pas ça. C'est tout simplement ça, mais il prétend qu'on lui a dit que nous étions des éléments sectaires, que nous n'étions constitués que de négro-africains. Je lui dis que c'est faux. Ceux qui vous donnent ce renseignement vous abusent. Notre parti est un parti multiethnique, un parti qui comporte des bidans, des arabo-berbères, des négro-africains, toutes composantes confondues. Et dans nos objectifs et dans nos déclarations de politique générale, nulle part nous mettons en avant du sectarisme. Nous sommes un parti patriote qui réfléchit de manière globale à l'échelle nationale et qui veut que la Mauritanie change. Nous voulons que ce pays progresse, change et qu'il ne soit pas gouverné par une mentalité bédouine. Voilà ce que je lui ai dit. C'est tout, c'est notre manière de voir, mais nous estimons que, quelque part, il y a une injustice qui nous frappe injustement. Et sa réponse était d'attendre le... Bon, pour lui, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas lui. Mais bon, ça n'abuse personne. Oui. Pas... Président, où en est-on donc du récépissé? Nous avons, quand on nous a refusé, nous avons suivi la voie légale. Le dossier est pendant au niveau de la Cour suprême. Aux dernières nouvelles, d'abord pour reprendre un peu le processus, c'est que rappeler que le ministère de l'Intérieur avait 2 mois pour répondre à notre demande de récépissé. Ils ont pris 8 mois pour nous dire non. Première anomalie. Deuxième anomalie, quand nous avons porté plainte au niveau de la Cour suprême leur a envoyé une lettre les interpellant. Ils avaient un délai de 30 jours pour répondre, ils n'y ont pas répondu. Tout récemment, au mois de novembre, la Cour suprême leur a envoyé également une deuxième lettre pour les rappeler. Il n'y a toujours pas de réponse. Aux dernières nouvelles, avec le magistrat qui s'occupe du dossier, que j'ai vu, il expliquait pourquoi notre dossier traînait. Pourquoi la Cour suprême ne tranchait pas. Il m'a dit qu'ils avaient vu le ministère de l'Intérieur et qu'ils pensaient peut-être avoir une vision plus claire du dossier et peut-être que les choses pourraient avancer ces derniers temps. Je lui dis il faut bien, parce qu'en tout état de cause, nous sommes dans notre bon droit. Nous avons suivi exactement la loi. Il n'y a absolument rien d'anormal dans la construction de notre dossier. Il a été en règle, en bonne et due forme. Nous ne voyons pas pourquoi il ne trancherait pas et nous attendons qu'ils disent le droit. Parce que fondamentalement, par rapport à cette question de récépissé, c'est que, encore une fois, c'est le pouvoir qui ne respecte pas la loi. Qui ne respecte pas la loi. Le régime des partis politiques est un régime déclaratif. Déclaratif. Il suffit que tu déclares que tu veux être un parti politique pour qu'on t'accepte comme parti politique. Ils imposent aux gens l'idée de en récépissé. C'est anormal. Et en imposant au récépissé, ils n'ont pas fait les démarches nécessaires d'enquête préliminaire nécessaires. Mais malgré tout ça, on nous interdit, on nous empêche ça, on nous interdit à tort. Et nous disons ce que nous demandons maintenant au niveau de la Cour suprême, c'est qu'on dise le droit. Qu'on dise le droit. Oui, Monsieur le Président, parlons un peu des partis politiques. Que vous inspire le FNDU? Le Front National pour la démocratie et l'unité. Je pense que c'est une opposition, c'est un rassemblement de partis qui pèse. Qui pèse sur l'échiquier national, ça on ne peut pas le nier. 17 partis ou 16 partis, c'est quelque chose qui est important. Deuxième élément, les plus vieux partis sont aussi dans ce FNDU, je pense qu'ils ont leur mot à dire sur la marche de ce pays. Ça me paraît essentiel et je crois également que toute idée de dialogue qui n'intégrerait pas le FNDU perdrait quelque part une certaine crédibilité. Ça serait également une donnée de base qu'on ne peut pas nier. Maintenant, il reste que... Oui, mais ils ont été invités quand même au dialogue. Bon, ils ont leur propre conditionnalité. Les autres partis qui ont participé. Je ne partage pas tout à fait leur démarche pour dire qu'il y a des conditionnalités, mais bon, je respecte ça. Chacun a sa manière de voir. Ils ont posé des conditionnalités qui se justifient quelque part, parce qu'ils ont été, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Ils ont été roulés une fois, roulés 2 fois. Ils y regardent à 2 fois avant de s'engager. Je comprends ça. Mais pour moi, lorsqu'on décide qu'il y a un dialogue, qu'on aille au dialogue, on ne peut pas vous obliger à emprunter une voie, on ne peut pas non plus vous faire avaler un agenda que vous refusez. Mais bon, c'est une question de principe, c'est une question de démarche, que chacun est souverain dans ce choix-là. Mais je respecte les FNDU.
J'estime simplement qu'il y a sur certaines questions, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je ne les ai pas entendus beaucoup par rapport à cette injustice qui nous frappe. Je ne les ai pas beaucoup entendus par rapport à ça. Parce qu'on nous interdise de réunion tout dernièrement, je n'ai pas entendu beaucoup de positions qui ont pu se démarquer par rapport à ça ou qui étaient solidaires de nous. Je n'ai pas entendu ça. Est-ce que vous avez été une fois invité par le FNDI pour assister à une cérémonie ou... Non, mais on a pris langue. Ils nous ont envoyé une délégation de 3 membres pour un peu dire que nous devions discuter. Et nous avons dit que nous étions ouverts. Si on doit discuter des questions de fond de ce pays, nous sommes absolument ouverts. On peut peut-être dire certains aspects, mais si c'est pour discuter, pour chercher des solutions à certaines grandes questions de l'heure, nous sommes ouverts. Bon, on a eu 2 séances et je crois que la balle était dans leur camp. Ils devraient un peu se revoir et essayer de déterminer comment devrait être le calendrier des rencontres et un peu qu'elle devait être libellée de l'ordre du jour. Nous leur avons dit que nous étions disponibles. Est-ce que vous avez été invité non, pour être membre du FNDI? Au départ, oui. Au départ, quand ils se sont constitués, oui. Mais bon, la manière dont ils l'ont fait, je n'ai pas apprécié. Parce que d'abord, c'était un peu le FND. Et c'est après que c'est devenu FNDU. Le I est venu après. Oui, le I est venu après. Quand nous avons fait des réserves pour dire que nous, ce qui nous préoccupait, c'est la question de l'unité. Et on n'avait pas l'impression que dans leur programme, cette question de l'unité était suffisamment abordée. Et après, ça est devenu FNDU. Mais bon, sur cet aspect également, nous n'avons pas été, parce que nous estimons qu'on n'a pas été associés à la base, à la Constitution. C'est lorsqu'ils sont constitués qu'ils nous ont dit venez adhérer. On a dit non. Nous sommes un parti politique qui réfléchit aussi. On ne peut pas être entraîné comme ça dans quelque chose à laquelle on n'a pas été appelé à la base, à la construction de laquelle nous avons été. Nous n'avons pas été consultés. Les derniers contacts ont-ils abouti ou pas encore? Oui, nous sommes d'accord qu'il faut discuter, mais comme je dis, la balle est dans leur camp. Nous avons dit que nous attendons, mais nous devons discuter de tout. Et surtout, pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est que cette question de l'unité, on la met en avant. Et qu'on les entende suffisamment, c'est cette question-là. Et là, aussi bien l'FNDI que l'UFP, ils sont venus également discuter pour dire qu'ils voulaient qu'on discute, qu'ils créent une espèce de dialogue national autour de la question de l'unité. Nous avons dit que nous étions preneurs. Cette question, où qu'on la posait, si nous invitions, si nous étions invités, nous y prendrions part. Parce qu'elle nous préoccupe. Donc, mais la balle est dans leur camp, comme j'ai dit, on attend. Et le parti l'Union pour les Forces de Progrès, l'UFP? Pareil, ils nous ont également envoyé une délégation pour dire qu'ils avaient un projet de réunir un ensemble de partis autour de la question de l'unité nationale. Nous avons dit que c'est une bonne chose, nous sommes preneurs, mais nous déplorons simplement qu'on ne les entend pas suffisamment sur cette question de l'unité-là. Parce que les choses se dégradent et la communauté négro-africaine, chaque jour plus marginalisée, tous les jours, à travers toutes les nominations. Les dernières, c'est le le ministère de l'Éducation nationale, c'est une nomination dernière, c'est visible. Bon, j'ai dit qu'on ne les entend pas bien, aussi bien eux qu'au niveau du FNDI. Mais le seul parti, je leur ai dit, qui avait mis le pied dans le plat, sur cette question de l'unité, c'est le parti Tawassoul. Les autres sont restés étrangement silencieux, sinon très général sur la problématique. Or, nous estimons que c'est une question cruciale. S'il n'y a pas de coexistence, il n'y a pas de Mauritanie, s'il n'y a pas de Mauritanie, il n'y a pas de politique. Donc c'est une question centrale qu'il faut mettre devant. Eux aussi, ils nous ont dit que bon, ils nous ont consulté, ils allaient consulter d'autres partenaires et que lorsqu'ils seraient prêts, ils nous relanceraient. Ils leur ont dit que nous sommes disponibles, nous sommes preneurs pour toute discussion, pour tout dialogue sur les questions de fond qui concernent ce pays. C'est notre position de principe. Voilà. Parlons-en de l'IRA. Il paraît qu'on a interdit le regroupement des membres de l'IRA dans l'Assemblée. Ça, je ne sais pas, j'ai lu ça comme tout le monde. Mais tu sais, la rumeur ne peut pas tellement lui prêter beaucoup de crédit sur la base d'un simple déclaration de journal ou bien des on-dit.
On ne peut pas tellement donner du crédit à ça. Mais si la rumeur devait s'avérer exacte, il faut le déplorer. Parce que la Constitution, c'est encore une fois un aspect sur lequel les partis politiques doivent être vigilants et doivent dénoncer haut et fort cette dérive. La Constitution permet, comment dirais-je, les libertés fondamentales, dont la liberté de réunion, dont la liberté d'expression, dont la liberté d'association. Mais pourquoi on empêcherait l'IRA d'exister en tant qu'IRA? On peut ne pas reconnaître l'IRA, on peut le comprendre, mais en tant que regroupement, pourquoi il ne se regrouperait pas? La Constitution le permet. Et pourquoi il ne s'exprimerait pas sur un nom qu'il choisirait? Pourquoi on leur interdirait? C'est une dérive. Et ça, on ne peut pas cautionner ça. Et les partis politiques ne devraient pas cautionner ça. Parce que simplement, si aujourd'hui ça touche l'IRA ou ça va toucher demain les flammes, les FPC, je voulais dire, mais nécessairement, demain, ça risquerait de se retourner contre eux. C'est comme empêcher que les hôtels, que les partis politiques puissent se réunir dans les hôtels. Il faut qu'on fasse pression sur les hôtels pour empêcher aux partis politiques de se réunir dans leur rôle. Pourquoi? C'est des lieux privés. Un hôtel est un lieu privé. Pourquoi le pouvoir doit-il faire des pressions sur les hôtels pour empêcher aux partis politiques d'occuper ces hôtels? C'est de l'arbitraire. Donc, il est important que nos partenaires internationaux comprennent qu'il y a une dérive. Il y a une dérive sur le plan de... ce n'est pas un État démocratique, c'est un État qui va vers une dérive autocratique. C'est un État qui fondamentalement est autocratique aussi. Et voilà, cette liberté dont on parle, liberté de presse, liberté d'expression en Mauritanie, c'est très limité. Et le pouvoir utilise la loi comme il l'entend. Il la tourne en dérision, comme il l'entend, quand il veut, comme il veut. Ça, c'est important à comprendre. Très bien, Monsieur le Président. Revenons-en au passif humanitaire. Pensez-vous pas que le problème du passif humanitaire a été réglé après la prière de Kaïdi? Les gens sont rentrés en parfait partenariat avec le HCR et tout ça. Qu'en reste-t-il? Vas-y, Ahmed. Une prière tout court ne peut pas régler un problème. Oui, mais il y a eu des suites. Quelle suite? Il n'y a pas de suite. Les suites, c'est quoi? C'est qu'on a donné aux veuves quelques sommes d'argent, minables sommes d'argent, à travers des individus pas corrects et qui les ont abusés, pour leur dire, puisque vous avez reçu votre argent, vous n'en parlez plus. Ça n'élimine pas la problématique. Non, monsieur Sambachan. Il y a eu même des retraités qui ont reçu leur droit de retraite, leur droit administratif à partir de la fonction publique. Mais ça, vous n'allez pas quand même ignorer ça? Non. Ça, c'est le deuxième volet. La prière de Kaïdi, c'était une prière de mort. Parce qu'on a prié à Kaïdi, il fallait oublier les morts. Parce qu'on a donné certaines indemnisations à certaines veuves, il fallait oublier les morts. Mais on ne peut pas oublier les morts comme ça. Des gens qui une sorte de génocide qui s'est créé pendant ces années-là, on ne peut pas gommer ça comme ça parce qu'on a fait une prière. C'est une question d'intérêt national même. Pour qu'il y ait réconciliation, cet aspect doit être considéré. Maintenant, l'aspect que vous posez, c'est un peu, comment dirais-je, le règlement du deuxième volet du passif, c'est-à-dire ces fonctionnaires qui avaient été arbitrairement radiés de la fonction publique, qui doivent être indemnisés. Une partie l'a été, mais beaucoup de gens encore courent derrière la fonction publique. Certains ont eu quelque argent, 1 million, 800 000, etc. Ils ne sont pas réintégrés. La question, le dossier reste pendant. C'est totalement... Parce que simplement, la volonté politique, encore une fois, n'est pas là. Si le gouvernement voulait fondamentalement régler cette question, il l'aurait réglé en 2 mois. Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. On fait traîner les gens. Tous les jours, les gens sont à la direction de la fonction publique. Tous les jours, on leur demande des dossiers à fournir. Tous les jours, il faut prouver que vous étiez réfugié, que vous avez été, comment dirais-je, radié arbitrairement, alors que les preuves sont là, et ils ont les dossiers, et tout est classé là-bas. Il n'y a pas de volonté politique. Monsieur le Président, donc, ce n'est pas réglé. Vous-même, avez-vous reçu vos droits? Mais non, justement, moi c'est encore... Mon cas est peut-être un peu plus particulier par rapport aux autres. Si certains ont reçu, pour moi, ça a été un cas de blocage complètement.
blocage complètement. Pourquoi? Je n'y comprends rien. D'abord, nous qui étions... Vous qui êtes président d'un parti reçu par le président de la République, et on vous écoute, mais pourquoi le blocage chez Samba Thiam? C'est une bonne question. Je pense que la question, il faut la poser à haut lieu. D'abord, c'est tous les prisonniers politiques de Oualata, pratiquement, qui ont été réintégrés. Le seul cas pendant, c'est mon cas. Qu'est-ce qui explique que mon cas soit bloqué, que le ministre de la fonction publique fuit quand la question est posée? Mais simplement, c'est peut-être des ordres d'en haut et c'est peut-être parce que à cause de ma position d'opposant, simplement. Mais rien ne l'explique. D'abord, nous avons tous bénéficié d'une amnistie. Ensuite, au niveau du Conseil des ministres de ce même gouvernement, il a été décidé de régler la question de l'ensemble du volet de l'ensemble du passif humanitaire. Donc, autrement dit, de remettre tout le monde dans leurs droits. Ceux qui sont capables de travailler, qu'on les réintègre, ceux qui ont été à la limite d'âge, qu'on les mette à la retraite et qu'on leur donne une pension. C'est clairement défini comme ça. Tous les éléments, pratiquement, quasiment, qui étaient à Oualata, ont été réintégrés, à l'exception de mon cas, de mon dossier pendant. Vous parlez de ça avec le président de la République? Non, parce que je ne voulais pas mélanger cas personnel et cas politique. Je pense que, pour moi, c'est une question de droit. Je ne mélangeais pas la question de droit et la question politique. Donc, je ne voulais pas le mélanger. Je n'avais pas envie de lui demander, Monsieur le Président, et mon cas ici. Non, je ne voulais pas le faire. Parce que c'est deux niveaux distincts. Je pense que j'ai un droit et on doit me permettre d'agir, d'avoir mes droits. Mais bon, ce qu'on constate, c'est qu'on utilise le droit, on viole la loi, parce que simplement pour un peu, comment dirais-je, faire souffrir un opposant parce qu'il est opposant. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Mais bon, je regarde. C'est tout. Voilà. Monsieur le Président Samba Thiam, vous avez certainement écouté le dernier discours de politique générale du gouvernement présenté par le Premier ministre devant le Parlement. Que vous a inspiré dans ce discours du PN? Bon, d'abord, j'ai eu l'impression, effectivement, j'ai lu ça assez rapidement, mais j'ai eu l'impression que le discours de 2017 était à peu près le même que le discours de 2016. Grands axes, égalité, création de l'état de droit, création d'équité entre les Mauritaniens, les réalisations. Voilà, un peu globalement, voilà les grands axes. Bon, mais si on prend chacun des grands axes, on se rend compte que c'est juste des slogans. C'est juste des slogans parce que d'abord, le premier axe, on dit qu'on crée l'état de droit. Il tient à créer l'état de droit, à renforcer l'état de droit. Mais l'état de droit commence d'abord par le respect de la loi. Un des premiers axes de l'état de droit, c'est le respect de la loi. Or, on n'a pas l'impression que ces gouvernements respectent complètement la loi. Ils les violent en fonction de votre suggestion, mais suivant son humeur. Il y a cet aspect-là. L'autre élément, il met l'accent sur les ressources humaines, qui est un capital important qu'il faudra développer. Oui, mais les ressources humaines passent par l'école, et l'école est par terre. On a laissé le public complètement détruit en créant à l'appel des écoles privées qu'on ne contrôle pas. Et on ne peut pas avoir de ressources humaines de cette manière. Mais il y a eu des améliorations un peu partout, il faut le dire aussi. On peut être opposant, mais aussi reconnaître quand même. Mais je l'ai déjà dit, je t'ai dit que je reconnaissais qu'il y a des réalisations, mais des aspects sur lesquels je pense qu'il faut dire des choses qui sont réelles, c'est que l'école est tombée, l'école est en faillite. L'école publique est en faillite et on l'a laissé, comment dirais-je, tomber complètement. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'on détache les enseignants, mais qu'on les ramène et on les laisse ici un an sans les employer. Parce qu'on crée 75, dans le cas de ce que dit le Premier ministre, 75 écoles. Mais lorsque vous créez 75 écoles, la question n'est pas l'infrastructure, la question c'est le contenu scolaire. L'école elle-même est tombée. Si vous créez 75 écoles, pour y mettre quoi? Si vous avez des déficits d'enseignants, pour y mettre quoi? Si les enseignants n'ont pas le niveau, vous enseignez quoi?
Donc, ce qu'il faut, c'est redresser l'école d'abord. Et ça, je l'ai déjà expliqué comment il fallait la redresser. Je vous avais à partir de ma contribution. Donc, de mon point de vue, ces grands axes-là que développe le Premier ministre, il parle d'équité. Il n'y a pas d'équité. De plus en plus, on voit l'inégalité entre les composantes nationales qui se creusent tous les jours. Donc, ici, lorsqu'il parle d'équité entre les Mauritaniens, entre les citoyens, non, il y en a qui sont citoyens, il y en a qui ne sont pas citoyens. Donc, il y a ces axes, c'est davantage des slogans, beaucoup plus de slogans que véritablement des axes sérieux qui sont pris en charge et qui doivent être consolidés. C'est ma perception des choses. Les ressources humaines, ça passe par l'éducation. L'éducation n'est pas reprise. La solution, c'est quoi? C'est que le président crée, c'est quoi? On laisse tomber l'école publique, on va créer des grandes écoles spéciales. Mais dans ces grandes écoles spéciales, il y a une communauté qui pratiquement y participe, et ce sont des fils à papa qu'on retrouve dans ces grandes écoles. Il y a de l'injustice. Ça ne créera pas la base des ressources humaines dont le pays a besoin. Ce qu'il faut, c'est redresser l'école publique d'abord. Et trouver maintenant les moyens de contrôler cette série d'écoles privées qu'on crée à tout bout de champ. Et c'est faisable. Mais le dernier élément, pour redresser l'école, indépendamment de l'aspect professionnel dont on parlait tout à l'heure, c'est l'égalité devant le savoir. Il faudra que les enfants aient les mêmes chances devant l'acquisition du savoir. Il ne faut pas que certains soient privilégiés par rapport à d'autres. Or, aujourd'hui, les élèves négro-africains, comme j'ai dit, et je l'ai toujours dénoncé, échouent à cause de la façon dont le système est construit. Ça me paraît, tant que ce n'est pas éliminé, il y aura inégalité dans l'accès, inégalité dans l'emploi, inégalité dans la réussite. Ça me paraît essentiel. Donc, mettre l'accent sur les ressources humaines sans reconstruire l'école, c'est une utopie. C'est un slogan. Parler de l'équité sans recorriger les déséquilibres entre les communautés, c'est un slogan. C'est un vœu pieux. Oui. Là, vous m'amenez à parler de l'école. J'ai vu que vous avez écrit sur l'école. Oui. En tant qu'enseignant et en tant qu'inspecteur d'ailleurs de l'éducation, de l'enseignement fondamental. Que préconise Samba Thiam en tant qu'enseignant pour l'amélioration de l'école? Il y a beaucoup de solutions, mais je mets en avant 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est l'orientation. L'orientation actuelle de l'école doit être changée. Au lieu de faire une école qui crée des littéraires, il faut faire une école qui, comme j'appellerais, une école pour sortir des cols bleus. C'est-à-dire une école qui sort des plombiers, qui sort des maçons, qui sort des scientifiques. Les besoins de base, des mécaniciens, des agriculteurs modernes. Une école qui fondamentalement, pour l'essentiel, pour les 60%, qui sort ces ouvriers spécialisés. D'abord, les 40% des restes, qu'on les laisse aller vers l'enseignement général pour devenir des cadres, l'élite, ce que j'appellerais l'élite, ou des cadres supérieurs. Mais d'abord, créons les besoins de base, faisons de sorte que l'essentiel des enfants ait une formation professionnelle. Ça, c'est le premier niveau. Donc, la question d'orientation. Il faut que le produit de l'école corresponde à nos besoins réels. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'égalité devant l'acquisition du savoir. Il faut que les enfants mauritaniens puissent, devant le savoir, ils puissent avoir les mêmes chances de réussite, d'emploi, parce que simplement, chacun peut accéder au savoir. Mais pour que cela soit, il faut qu'on permette à chaque enfant de passer par sa langue maternelle. Les langues doivent être intégrées à l'école. Les enfants Pulaar, Soninké, Wolof doivent pouvoir apprendre dans leur langue de départ pour être au même niveau de chance que les arabo-berbères qui prennent leur langue hassania maternelle. C'est ça l'égalité de chance à la base. Vis-à-vis maintenant des langues étrangères, le français ou l'anglais, nous serons égaux. Les enfants seront égaux. Mais dans les bases du système actuellement, il y a une inégalité devant l'acquisition du savoir. Ce n'est pas une école équitable. Ça, c'est à reformer. Le troisième axe qui me paraît essentiel et sur lequel, si on veut
fondamentalement créer une école efficiente et performante, il faut qu'on quitte ce niveau de ce que j'appellerais ce complexe-là. Complexe-là qu'il faut utiliser, faire de sorte que l'école puisse simplement favoriser les uns et dominer les autres. Ce complexe de supériorité ou cette visée de domination des uns par les autres, il faut qu'on la quitte. Qu'on parte avec un esprit véritablement d'égalité et qu'on parte avec un esprit de construction, un esprit d'harmonie, un esprit de nivellement de l'ensemble des enfants mauritaniens. À ce moment, s'il n'y a pas derrière ce complexe de supériorité, on pourra à ce moment fondamentalement réussir la réforme de l'école. Maintenant, le reste, c'est des réformes techniques. Ce n'est pas un problème de réussir ça. C'est une question de cadre compétent qu'il faut choisir. Mais ce que je vois, c'est que les priorités là où ils les mettent, ce n'est pas là du tout. Ces aspects, ils ne veulent pas mettre le doigt là-dessus. Il faut qu'ils mettent les aspects le doigt là-dessus. Maintenant, les aspects secondaires, ce que j'appellerais le corps enseignant, il y a des choses de correction à apporter. Il y a un contrôle à faire. Et le corps de contrôle, on n'a pas besoin de recruter 400 inspecteurs. On ne peut pas transformer tout le monde en un inspecteur. Et ce n'est pas ça qui résout la problématique. Si les inspecteurs eux-mêmes ne sont pas contrôlés, c'est une reconduction simplement de la pagaille qui existe. Donc, mais ça, c'est facile à corriger. Ce sont des aspects techniques. Ce qui est important, c'est de mettre le doigt. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça avec le président de la République. Quelle était sa réponse concernant l'enseignement de l'école? Oui, il m'a dit que c'est le point sur lequel nous sommes d'accord, qu'il faut pas que l'école soit une école de littéraire, qu'il faut que l'école prépare un peu à la profession. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il applique. Et il a peut-être fait quelques écoles professionnelles, ce qui est bien, ce que je lui ai dit. Mais il faut que ce soit intégré dans une orientation bien réfléchie. Il faudra que les 60% de la cohorte scolaire soient orientés vers le professionnel. Ce n'est pas seulement quelques écoles ici à Célibabia, à Alégar, Nema, etc., d'infirmiers là, de cadres vétérinaires ici. Non, ça doit être comme une orientation. Un pourcentage important doit être orienté vers l'enseignement professionnel. Mais tous les secteurs, comme j'ai dit, les maçons, les menuisiers, les mécaniciens, les plombiers, les électriciens, tous les métiers, ça c'est important. Mais ce qu'il a commencé, c'est peut-être une amorce, mais ça doit s'intégrer dans une orientation globale. Ce n'est pas le cas. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, et je lui ai dit, c'est les écoles supérieures qu'il crée. Des écoles mono-ethniques et des écoles de fils à papa. Donc, les négro-africains, les haratines sont exclus de ces écoles-là, une école qui ne recrute que des bidanes. Et dans les bidanes, non. Et dans les bidanes qui sont recrutés, c'est les enfants des fils de chef. C'est les enfants des ministres, c'est les enfants des colonels. Oui, mais il y a des ministres négro-africains, des ministres haratines, il y a quand même. Là, je parle des écoles, ces grandes écoles-là. L'école de médecine, l'école de la magistrature, l'école des mines, l'école, comment dirais-je, des officiers supérieurs. Concours, non, Monsieur le Président? Alors, on fait des concours. Il n'y a que les arabo-berbères qui réussissent. Non, pas du tout. Mais dans ces écoles, il y a que eux qui réussissent. Il n'y a que eux qui sont dans ces écoles. Et parmi ces arabo-berbères qui sont dans ces écoles, il n'y a que les fils de chefs, de patrons, les fils de ministres, les fils de colonels. On n'est pas d'accord, l'école est pour tout le monde. Allez vérifier. Voilà. Ce que j'ai dit, comment dirais-je, je dis rarement des choses sans des éléments de preuve. Allez vérifier, il y a une petite école ici. Il y a au niveau du palais du Congrès, il y a l'école polytechnique. Allez vérifier. Allez vérifier. L'école de médecine au niveau de l'université. Allez vérifier. Okay. Donc, ce type d'école, c'est des écoles discriminatoires. Ça ne favorise pas l'unité nationale. Et comment se fait-il qu'une présidence gère des écoles supérieures si on veut avoir un système d'éducation construit? Comment se fait-il que c'est un colonel au niveau de qui gère ces grandes écoles? Comment expliquer ça? Non. Si on doit déconstruire le système, il faut oser affronter la problématique, la poser et peut-être créer un débat autour de ça, mais dire exactement quelle est votre orientation. Il ne faut pas faire des choses en cachette. Je laisse l'école publique tomber en ruine, mais j'essaie de corriger en créant des écoles spéciales, mais dont les cohortes sont complètement monoethniques et de classe.
Oui. La même chose, vous avez interpellé à 2 reprises ou dans 2 articles différents l'Union européenne. C'était Oui. pourquoi, Monsieur le Président? Oui, parce que j'ai dit simplement que l'Union européenne, assez souvent, j'ai l'impression quelquefois qu'ils font preuve d'un peu de naïveté. Oui. Par exemple, j'ai écouté, pour revenir avant d'aller attaquer, j'ai suivi à la télé où ils intervenaient sur le problème de corruption. Ils vont certainement financer, ils soutiennent, etc. Mais la corruption, le pouvoir n'est pas prêt à lutter contre la corruption. C'est de la démagogie. Et ils doivent se rendre compte que c'est de la démagogie. Parce que ce n'est pas en faisant des marches, comme on l'a vu, de femmes contre la corruption, en le célébrant, qu'on va lutter contre la corruption. La corruption, si on veut fondamentalement lutter contre la corruption, ça commence par en haut. La transparence doit commencer par en haut. Chacun des ministres et chacun des hauts responsables de cet État, dont le premier responsable, doit faire la déclaration de revenus. C'est le minimum. Qu'on sache combien chacun a avant qu'il soit ministre, combien chacun a avant qu'il soit président. Deuxième élément, des mesures doivent être prises. L'inspection générale doit avoir la liberté d'action et d'exécution de son programme sans interférence. Ce n'est pas le cas. Certains voient l'inspection générale leur tomber dessus, d'autres ne voient jamais l'inspection générale. Ça ne peut pas lutter contre la corruption. Et troisième élément, si fondamentalement la lutte contre la corruption était sérieuse, on créerait des commissions secrètes qui contrôleraient, qui dénonceraient, on créerait des téléphones verts à partir desquels on peut dénoncer des phénomènes de corruption. Ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, si ce qui se dit en haut, c'est en vérité juste pour, mystifier l'opinion internationale, dont les partenaires, dont l'Union européenne. L'autre élément, là où je le dis également, c'est quand ils veulent financer l'agriculture. Financer l'agriculture dans les conditions actuelles de l'agriculture, où fondamentalement le droit, de propriété n'est pas reconnu, où beaucoup on voit leurs terres spoliées, financer dans ces conditions l'agriculture, c'est permettre à une situation d'inégalité, à une situation d'expropriation, de perdurer. Et sur cet aspect, je pense qu'il est nécessaire d'attirer l'attention de l'Union européenne. Il faut soutenir des zones ou des axes où il y a une certaine stabilité. Sinon, soit on légitime une injustice, on légitime des inégalités, on légitime une situation de rapport de force qui n'est pas juste. Voilà par rapport à quoi je les interpelle. C'est ça, j'ai dit, il faut financer, mais il faut financer les yeux ouverts, il faut financer dans des zones où vous savez qu'il n'y a pas de conflit. La vallée du fleuve, c'est une source de conflit, c'est une zone de conflit. Parce que simplement, la question n'est pas réglée. La question foncière, où aujourd'hui beaucoup de zones voient leurs terres se voient déposséder de leurs terres, financer dans ces conditions ces trucs-là, c'est permettre effectivement à des éléments de l'agrobusiness qui vient arracher des terres, de prendre la terre des gens, de prendre les terres des gens, de prendre les terres des paysans, et ce n'est pas juste. Voilà pourquoi j'interpelle l'Union européenne comme par rapport à la justice. Est-ce qu'il y a la délégation ici à Bon, il y en a qui me disent qu'ils en sont conscients. Oui, il y en a qui sont mes amis avec lesquels on discute. Mais j'ai l'attention sur ça. C'est bien d'aider le pays, mais il faut savoir où les aider et quand les aider. Mais pas dans des situations, pas dans des cas de conflit latent, patent. Pas dans des cas d'injustice flagrante. Très bien. Monsieur le Président, parlons un peu de la diplomatie mauritanienne. Comment vous voyez la diplomatie mauritanienne ces dernières années, qui, selon pas mal d'analystes, la politique étrangère de la Mauritanie passe à un degré
supérieur. Bon, en tout cas, bon, je ne sais pas comment il faut aborder la problématique, mais ce que j'observe, j'estime que notre diplomatie est défaillante. En tout cas, ce que ce régime montre, c'est que nous sommes dans une situation d'isolement de plus en plus accentuée. La Mauritanie ne s'entend pas tout à fait avec le Mali. Il y a des déficits de confiance avec le Mali, avec la question qu'on sait. Le MNLA, les responsables du MNLA sont en Mauritanie. Et la Mauritanie n'est pas tellement loin de ces forces. Donc, du côté du Mali, il y a contact, mais la confiance n'est pas totalement là, on le sait. Du côté du Sénégal, c'est une tension larvée permanente. La confiance n'est pas là. Du côté du Maroc, tout récemment, la tension est montée, même s'il est retombé, mais la confiance n'est pas là, pour les raisons que l'on sait. La Mauritanie, la question de l'Istiklal qui s'est posée, c'est un faux débat. En vérité, ce n'est pas ça qui a amené le conflit, ce n'est pas ça qui a... Non, ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais en vérité, le déficit de confiance était là. Parce que simplement, la Mauritanie n'arrive pas à manœuvrer de manière équilibrée par rapport à la question sahraoui. Ça, où se situe la problématique donc, avec le Maroc? Non, avec ces pays voisins que vous avez. Vous avez cité Maroc, Mali, Sénégal. Mais ils sont nos plus proches. Quand on dit, il y a un proverbe poulard qui dit que quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde, il faut pouvoir le problème chez lui. Le problème, ça doit être chez lui. Si la Mauritanie est en déficit de confiance avec l'ensemble de ses voisins, mais le problème doit être chez nous. Donc, question de régime, question de politique extérieure du régime. Il n'arrive pas à prendre l'équilibre qu'il faut, la neutralité qu'il faut, comment dire, pour créer une véritable confiance entre ses voisins. Et comme on ne peut pas déplacer la Mauritanie, je pense que la sagesse aurait été qu'on construise des relations saines avec ceux qui nous entourent, parce qu'ils sont là, qu'on le veuille ou pas, ils sont là. Donc il faut être assez clairvoyant pour savoir quel type de rapport il faut construire. Sinon, on est mal avec le Maroc, on est plus ou moins mal avec le Mali, on est mal avec le Sénégal, de manière larvée. Pour Samba Thiam, on est mal partout. Voilà. Et on est mal avec tous nos partenaires immédiats. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, je pense. Ce n'est pas une bonne image qu'on donne. Il faut corriger ça. Très bien. Voilà. Moi, c'est ce que j'observe en tout cas. Je ne sais pas vous comment vous... Selon Samba Thiam, oui, président du FPC. Tout à fait. C'est comme ça que je vois ça. Il faut corriger ça. Et parlons un peu du cas du terrorisme dans le monde, pas seulement en Afrique. Vous avez une idée? Bon, je pense que c'est une menace mondiale. Le cas du terrorisme, c'est une menace mondiale. Le terrorisme, de l'islamisme radical. Mais là également, j'ai l'impression que notre pays également flirte dangereusement avec l'islamisme radical. On laisse, si tu écoutes la télévision, on laisse des discours dangereux se développer. Et on ne fait rien pour ça. Des gens qui disent, si on ne tue pas ou le Mekhaïtir, s'il sort, ils vont l'exécuter, ils vont le tuer eux-mêmes. Et on les laisse dire ça. D'autres qui disent qu'au niveau de la télévision, il faut prendre les armes contre les négro-africains parce qu'ils menacent la langue arabe. On les laisse dire ça. D'autres qui disent que comment dirais-je, s'organise un ami du prophète, comme s'il y avait des ennemis du prophète. Qui n'est pas ami du prophète? Pour en faire des associations. Ce discours-là, j'ai l'impression que le pouvoir laisse un discours dangereux se développer et ça conduit au terrorisme. Et on connaît du temps de Cheikh Sidi Abdallah, les salafistes qui étaient là, ces salafistes, ils sont encore là. Donc, aujourd'hui, un discours intolérant se développe. Un discours intolérant se développe. Religieux, intolérant se développe. Et on laisse faire. Donc, tôt ou tard, ça finira par brûler. On flirte avec. Mais ça risquera un jour de brûler. Et moi, ce qui touche les autres États nous menace et à nos portes, et peut-être même un peu à l'intérieur maintenant, quand ça risque d'éclater. Brièvement, Monsieur le Président, on va parler de la situation économique du pays. Brièvement, parce que
le temps que nous est imparti tout à fait. Bon, moi, ce que j'ai dit un peu par rapport, je ne suis pas un économiste, mais ce que je constate simplement, c'est quoi? C'est que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués, comme on dit, chacun tire le diable par la queue, et il y en a qui ne voient même pas la queue du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au plan économique, on dit qu'il y a une croissance, mais cette croissance ne se reflète pas dans le panier de la ménagère. Je vois à côté de chez moi des gens aujourd'hui qui n'ont qu'un repas. Pratiquement. Et il faut faire la cuisine à 17h et ce repas tient lié à la fois de repas et de dîner. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à, comment dirais-je, à tenir pendant le mois. Tenir le mois, c'est même trop, c'est trop dire. Le minimum vital pour vivre, c'est toute une difficulté. Donc, vous ne pouvez pas vous nourrir correctement parce que simplement, il y a cette flambée de prix, parce que simplement, comme on dit, l'argent ne coule pas, et parce que simplement, on laisse également les commerçants faire, mais les commerçants vous disent que c'est les impôts qui augmentent, la fiscalité augmente, et cette fiscalité augmente parce qu'on pense qu'il faut le faire et que c'est les cours mondiaux et qu'on ne peut rien faire contre le cours mondial. Je pense c'est une question de planification qui n'a pas peut-être été rigoureusement pensée. Sinon, je crois que nous avons suffisamment de ressources. Si elles avaient été bien gérées, il est possible. Je ne comprends pas que les Mauritaniens soient en difficulté de survie. Je ne comprends pas que les Mauritaniens soient en difficulté, comment dirais-je, de vie tout court. Nous avons les ressources naturelles, nous avons les richesses, de nombreuses richesses. Halieutiques, minières. Mais nous avons plein de richesses et nous sommes plus riches que la plupart des pays qui nous environnent. Mais parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas de gestion saine, et peut-être parce que certains, comme on dit, prennent le magot et les autres boivent au marigot, la difficulté augmente et beaucoup de gens peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts. Pourtant, c'est une question de politique. Encore une fois, ça nous ramène à la question de transparence. Gérer correctement les biens, permettre que ces biens, une redistribution équitable des richesses qui sont obtenues. Simple question de politique. Bon, mais ce n'est pas... Peut-être le régime, ce n'est pas ce régime qui va nous le donner ou qui va peut-être l'appliquer, parce que simplement la transparence se pose. Très bien. Voilà, Monsieur le Président, notre temps est fini. Je remercie vivement le Président du FPC, Samba Thiam, et la lutte continue. Je vous remercie également. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, David. Merci beaucoup.